Alors maintenant, on va se mettre face à notre face obscure, hein. On va appeler Anne Lorrain et Antoine Gouraud. Et donc la question posée, c'est faut-il avoir peur? Avoir peur du big data? Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le professeur Pierre-Antoine Gouraud qui nous vient de Nantes et qui est le chef de service d'un service un petit peu particulier puisqu'il est le chef de service de la clinique des données. Alors, Pierre-Antoine, faut-il avoir peur du big data ? D'abord, merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous, d'entrer en dialogue un peu sans transition après cette discussion sur les IPA, sur la question du big data. Et alors, on va essayer de répondre à la question, hein, faut-il avoir peur du big data ? Et pour vous partager, en fait, ma peur réelle, c'est celle que je vous ai partagée dans l'article qui figure dans le livre de vos sacs, sur l'utilisation des données de santé, le big data pour une personnalisation des données de soins. C'est aussi celle dont je me suis fait l'écho dans les tribunes du journal Le Monde il y a tout juste 2 mois. Et ma peur, c'est que les générations qui viennent nous voient finalement comme des gros naïfs du big data. Alors dans le monde, je peux pas dire des gros naïfs, donc j'ai dit nous sommes des naïfs de la donnée, mais c'est le sentiment que peut-être on n'a pas encore saisi tout à fait l'ensemble des enjeux, leur ampleur et l'ampleur des transformations auxquelles on fait face. Donc vous avez ça exprimé sous 2 formes très complémentaires, une enracinée en gastro-entérologie, une peut-être un peu plus grand public dans les colonnes du Monde. La conviction qui est la mienne, celle que au CHU de Nantes, on a décidé d'orienter, de pointer du doigt pour nos futurs étudiants en santé dès leur première année, c'est que on n'a pas complètement réalisé encore qu'il y a 2 transformations massives auxquelles nous faisons face. La première, c'est celle de l'effondrement absolument total du coût d'enregistrement et d'accès aux informations. Ça concerne l'enregistrement, le stockage et l'accès à distance à l'information. Pour mettre ça un peu en perspective et en abîme, j'ai choisi une photo qu'on voit peut-être pas très bien, mais qui est une photo du scriptorium du film Le nom de la rose, qui nous rappelle qu'il y a quelques centaines d'années, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, le savoir, il n'était pas accessible par smartphone. Et qu'il était en fait même pas accessible ou très peu accessible et uniquement dans quelques abbayes. Et l'autre, avec une illustration d'un boulier qui nous rappelle que la puissance de calcul auquel on a accès aujourd'hui, eh bien, elle aussi, c'est une donnée nouvelle. Eh bien, nous sommes confrontés à une baisse faramineuse du coût de ce que représente le calcul, et ce calcul, il est fait à la demande. Alors, c'est très impressionnant. Dans vos téléphones portables, il y a plus de puissance de calcul que ce qu'on a eu besoin pour aller explorer la Lune il y a à peine 40 ans. Alors c'est extrêmement impressionnant, mais à la limite, ça n'est que du calcul, que des opérations. Et donc ces 2 éléments, ils doivent aussi peut-être nous permettre de mieux interroger comment, encore aujourd'hui, notre formation médicale, celle que nous dispensons dans les CHU, celle que nous pratiquons, notre pratique médicale, elle est encore essentiellement basée sur l'expérience et la mémorisation. Et je pense que vos enfants, vos petits-enfants peut-être, en 2050, ils comprendront pas qu'un médecin prenne une décision sans avoir recours à des données et à un calcul. Ils vont dire mais c'est pas on n'est pas en guerre là, vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de vérifier un truc sur ordinateur ou quelque chose comme ça Et donc le défi qui se pose à nous dans la formation de nos étudiants en médecine, dans nos futures pratiques, dans les réflexions qui sont les nôtres ce soir, c'est d'être à la fois traditionnaliste et progressiste. Et il n'y a aucune référence aux élections passées ou à venir. Mais c'est tout le défi qui est le nôtre. C'est finalement d'être très ancré dans nos pratiques, dans les savoirs que l'on a reçus et que l'on va transmettre, que ce soit dans les pratiques ou dans les connaissances. Être traditionnaliste donc. Et être aussi capable de progrès et d'imaginer des nouvelles manières de faire, de peut-être parfois renverser la table et dire mais en fait on a toujours fait comme ça, mais peut-être que ça va changer. Et ça, c'est au cœur des questions que nous pose le big data aujourd'hui, jusqu'à la gastro-entérologie.
Donc pour être un petit peu plus concret, quels sont finalement les enjeux du big data en gastro-entérologie ? Je pense qu'à court terme, finalement, ça va être surtout l'auto-évaluation. Alors, l'auto-évaluation des médecins, qui grâce à des données pertinentes vont pouvoir s'auto-évaluer, savoir ce qu'on fait, chez quel malade, avec quels résultats, pour améliorer la qualité de nos soins. Mais ce sera également aussi l'auto-évaluation des patients, puisque grâce à la digitalisation du parcours de soins, on va avoir de plus en plus de données sur leur vécu des maladies, ce qu'on appelle les fameux PRO. À un petit peu plus long terme, je pense qu'il y aura aussi un enjeu dans la prédiction. On peut imaginer par exemple que si on me dit que mon patient a tel pourcentage de risque d'incontinence anale dans 20 ans, peut-être que ça me fera moduler ma décision thérapeutique si je le prends en charge d'une fistule anale par exemple. Il va y avoir également l'enjeu en imagerie, dans l'aide au diagnostic. Donc ça, on en parle évidemment beaucoup aujourd'hui avec l'intelligence artificielle dans la détection et la caractérisation des polypes. Et on peut imaginer que ce sera peut-être le cas aussi, puisqu'on est aussi dans l'imagerie pour l'aide pour la dysplasie de l'anus, par exemple. Mais alors, est-ce qu'il faut avoir peur du big data ? Alors, on a peur de ce qu'on ne comprend pas, ou on a peur de ce qui est défini de différentes manières et où finalement on nous renvoie des images un peu différentes. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être d'abord de parler de ce big data et plus particulièrement des spécificités du big data dans le domaine de la santé, pour peut-être écarter certaines notions qui sont finalement peut-être pas pertinentes dans le domaine de la santé. Donc si on regarde la définition du big data, donc moi j'ai juste tout simplement regardé sur Wikipédia. Accès à l'information à la demande. Voilà. Donc on voit que ça désigne les ressources d'information dont les caractéristiques en termes de volume, de vélocité et de variété imposent l'utilisation de technologies et de méthodes analytiques particulières. Donc on voit que c'est quand même pas très simple, on a beaucoup de données qui vont vite, très hétérogènes et effectivement on va avoir besoin de techniques nouvelles, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais tout ça c'est pas très clair, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, les informaticiens, ils aiment bien la technique. Donc, ils ont utilisé 3 lettres. Ils ont dit c'est ces fameux 3V. Mais dans la santé, moi, je vous en propose 5. Et finalement, pour reconnaître que très souvent, on a des données qui sont beaucoup plus compliquées et qu'on n'a peut-être pas un excès de données. La première de ces lettres, c'est le V. C'est le V de variété. Les patients se ressemblent, mais pour comprendre un patient dans sa globalité, on a finalement des données extrêmement diverses. La clinique, l'imagerie, la biologie, la génétique. On en a même fait des disciplines médicales différentes. On est tous parfois des spécialistes à la frontière de deux domaines ou de 2 sous-domaines. Donc le vivant, c'est la variabilité, c'est la diversité. Le deuxième élément qui est très différent du big data traditionnel de l'industrie des données, c'est finalement celui des nombres. La santé, elle nous confronte à des nombres d'individus qui varient énormément. Alors ce sont les grands nombres des pandémies. D'habitude, on avait du mal à expliquer ce que c'était qu'une pandémie. Aujourd'hui, le nombre de lits d'hospitalisation, de tests positifs parle à tout le monde. Mais inversement, la pratique médicale, elle nous confronte aussi à des patients qui ont un profil unique, parfois même en transplantation, des profils uniques dans l'histoire de l'humanité, des mutations privées. Le big data dans la santé nous plonge dans ces infinis, des très grands et des très petits nombres. Très difficile à comprendre pour nos étudiants en médecine. Ils ont souvent l'impression que les maladies ont été gravées dans le marbre de toute éternité et que ces catégories ne changent pas. Eh bien, nos catégories, elles sont très nombreuses. On en défait, on les fait évoluer. On fait évoluer leur définition. Des nouvelles maladies, dit-on parfois. C'est vraiment une interrogation qui pose sur les catégories. Dans la pratique médicale, même si on n'est pas très bon en maths, on est toujours confronté à des probabilités, c'est-à-dire une balance de risque en permanence, un effet secondaire, un espoir thérapeutique. Ça aussi, c'est une caractéristique qu'on ne retrouve pas de manière aussi développée. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, le big data, c'est l'ère de l'immédiateté. Quand vous parcourez Internet et qu'on vous recommande des publicités, les meilleurs logiciels de ciblage publicitaire utilisent à peine 3 heures de circulation informatique. Pas parce qu'ils sont pas capables d'utiliser 15 ou davantage, juste parce que c'est pas pertinent, qu'ils ont trop de données et que la courbe d'utilité s'effondre au-delà de 3 heures. Oui, mais nous, en santé,
on a rarement trop de données. Le lien entre une exposition et la survenue d'une maladie, l'histoire des maladies chroniques, elle s'inscrit non pas sur une année, mais sur parfois des dizaines d'années. Et donc, le big data dans la santé s'inscrit sur des temps longs. Ça nous amène certainement à nous inscrire en faux par rapport à quelque chose qu'on entend souvent à propos du big data, c'est que le big data parlerait de lui-même. Bien, en santé, je crois que rien n'est plus faux. Et un expert du big data dans la santé, avant d'être un expert des méthodes qui traitent les données, c'est un expert des données elles-mêmes et du contexte dans lesquels elles naissent. Alors, voilà, ce qui rend peut-être un peu difficile le débat, parfois même peut-être un peu irritant, c'est qu'on nous présente souvent les données de santé comme un nouveau pétrole, le pétrole du 21e siècle, et sous forme un peu humoristique. Ici, là, vous voyez une espèce de gisement de données numériques. Alors, c'est une image qui est intéressante parce que elle dit qu'effectivement, on peut être convaincu qu'il y a un gisement de valeur dans les données pour le 21e siècle. Pour autant, la vision très patrimoniale de l'or noir qui part en fumée s'applique peut-être pas très bien à des données qui sont interprétées et réinterprétées. Et je voudrais attirer votre attention en particulier sur certains glissements dont on n'a pas forcément bien conscience, en particulier quand on vient du domaine biomédical. Traditionnellement, en biologie et en médecine, quand on utilise des données pour faire de la recherche, ce sont des données qui ont été enregistrées, créées, pensées pour répondre à une question. Et l'essai clinique randomisé en triple aveugle avec des blocs de taille permutés aléatoirement en est un parfait exemple. Ça répond à une question, on fait un calcul du nombre de sujets nécessaires, ça coûte très cher et à la fin, on sait si en moyenne, le traitement A fait mieux que le traitement B. Tout a été créé, taillé pour répondre à cette question sur une population extrêmement ciblée, peu importe qu'elle reflète d'ailleurs la population de patients que l'un ou l'autre d'entre vous prend en compte. Qu'est-ce qui change avec notre histoire de big data ? C'est que toutes les données issues du soin, devenues digitales, eh bien, elles peuvent être réutilisées, elles peuvent connaître une deuxième vie. Oui, mais attention, ce sont des données qui ont été créées, enregistrées, dans des conditions du direct, pour le soin. Elles ne sont pas du tout créées pour faire de la recherche. Qu'elles puissent répondre à des questions de recherche, très bien. Pour autant, eh bien, elles représentent une population réelle dans ma patientèle, dans mon CHU. Elles sont souvent lacunaires parce qu'on les a enregistrées pour ce qui semblait utile pour le patient à ce moment-là. Ça peut certainement répondre à un ensemble de questions beaucoup plus ouvertes, avec des tailles très très vite beaucoup plus importantes que celles auxquelles nous ont habitués les essais cliniques. Et finalement, les données de soins, qui deviennent réutilisables en grand, voire en très grand nombre, pour évaluer et faire évoluer les pratiques. Mais attention, leur intentionnalité première reste celle du soin. Ce que l'on retrouve dans la définition que nous donnait Anne à partir des définitions informatiques ou traditionnelles, c'est que dans le big data, il y a une rupture. Il y a une rupture de quantité de données, peut-être il y a aussi une rupture d'intentionnalité de données, et ça ferait certainement sourire Claude Bernard, le père de la théorie expérimentale de la médecine, où on a une hypothèse, on pense une expérience et on anticipe par la pensée les données. Je pense que c'est quelque chose qui se modifie au moins au sens où les données préexistent à la question à laquelle on va essayer de répondre. Et bien entendu, ces données issues du soin, elles peuvent venir pondérer, réévaluer, mettre en question la validité des populations incluses dans les essais cliniques. Quand on parle de données, quand on dit par exemple les données appartiennent aux patients, ou quand on dit elles appartiennent aux praticiens, ou elles appartiennent à l'hôpital, on a une vision extrêmement patrimoniale des données de santé. Et en fait, ça, c'est une fausse bonne idée. Et donc, sous cette forme de ce graphique-là, j'aimerais vous convaincre que la valeur d'usage des données de santé, en réalité, c'est pas un objet, c'est pas un bien matériel, c'est pas comme une voiture, un crayon. C'est plutôt comme un bien culturel. Sa valeur, elle est enrichie de multiples contributions. À la racine, c'est indéniable, il y a un patient. Ce patient, il est concerné par les données de santé, il a donc des droits. Vous voyez, je ne dis pas les données lui appartiennent. Parce qu'il est concerné par ces données de santé, eh bien, il a des droits, et ces droits, évidemment, on les respecte. Mais finalement, le soignant, les soignants que vous êtes, ces données, elles expriment finalement leur expertise, leur savoir, la qualité de leur observation. À minimum,
on pourrait peut-être leur donner le statut de co-créateur des données avec les patients qui ont fait l'objet de cette création. Et puis, quand on s'inscrit dans cette logique-là, à minimum de copropriété, de multiples contributions, eh bien, c'est le début d'une chaîne qui est relayée par des informaticiens, des data scientists, des épidémiologistes, peut-être même des juristes, qui vont qualifier les possibilités d'utiliser les données, et chacun d'entre eux contribuant à une valeur d'usage. Les données, finalement, elles gagnent en utilité en étant utilisées et réutilisées. On est bien loin de la vision d'un matériel qu'on aurait acheté et dont il faudrait amortir la valeur. On en parlera peut-être tout à l'heure dans vos holdings. Donc on a parlé beaucoup des données. Une fois qu'on a parlé de cette matière première que sont les données dans le big data, bien, on est bien obligé de parler un peu des algorithmes et des usages des données. Et là, la réponse, faut-il avoir peur du big data ? Eh bien, il faut aller vraiment rentrer profondément dans les usages de ces nouveaux outils qui sont effectivement avides de données. Donc le big data, comment ça fonctionne ? Mais en fait, aujourd'hui, il y a de multiples data qui sont collectées tout le temps, c'est-à-dire avec nos smartphones, la géolocalisation, également la bourse, la météo, nos recherches sur Internet. Et qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces données ? On peut en faire des statistiques descriptives. C'est par exemple ce qu'avait fait Orange pendant le confinement, où grâce aux données de géolocalisation, ils avaient permis de mettre en évidence en quelques jours que 17% des habitants de Paris avaient quitté la métropole pendant le confinement. On peut aussi faire des traitements un petit peu plus complexes de ces données, avec tout ce qui est algorithmie, machine learning, deep learning. Et la première étape, et pas la moindre, dans ces cas-là, c'est d'extraire des données pertinentes. Par exemple, si vous voulez faire une intelligence artificielle qui est capable de différencier un chat d'un chien, il va vous falloir une base d'apprentissage avec des données parfaitement étiquetées. Si votre base de données est mal étiquetée, vous n'arriverez jamais à faire cette intelligence artificielle. Et c'est là qu'on sent que toute la question de la qualité des bases de données est vraiment extrêmement importante. Et donc tous ces processus, c'est ce qui est bien sûr utilisé aujourd'hui par les grands groupes. Uber, par exemple, avec son algorithme qui optimise donc les processus de transport, et bien sûr Facebook, Google, avec tout ce qui est marketing, et puis bien sûr les banques et assurances pour évaluer les profils à risque. Alors qu'en est-il dans la santé ? C'est une diapositive un peu chargée, mais que nos premières années de PASS et de LAS, puisque les réformes successives passant par là, nous donnent aussi l'opportunité d'introduire des cours de digital dans la formation initiale. Là encore, beaucoup d'usages très différents à souligner. Il me semblait intéressant de les évoquer un peu comme une cartographie qui pourra faire l'objet peut-être d'une discussion. Certains sont plus ou moins spécifiques de la santé par ailleurs. Très clairement, comme dans les supermarchés, comme dans beaucoup d'industries, le big data ouvre à de nouvelles opportunités de pilotage à un niveau médico-administratif du système de soins. Il est également utilisé pour cibler des populations ou des cibles, que ce soit dans des sous-groupes de patients, qu'on soit dans le public ou dans le privé, toujours à l'échelle institutionnelle. Plus intéressant et interrogateur également, on voit bien qu'il y a une éruption de ce big data dans la relation soigné-soignant. Le colloque singulier, finalement, il est triangulisé par un troisième pôle, quantitatif, en apparence objectif, et cela à plusieurs niveaux. D'abord sur la notion de prescription. Alors, quand on parle de prescription, on pense évidemment au thérapeutique, mais on pense aussi à la prescription de données ou d'examens, finalement. Est-ce qu'un examen est nécessaire ? Et peut-être que ces intelligences artificielles nous diront, voilà, est-ce que j'ai besoin d'une coloscopie ou quels sont les signes d'appel pour cela ? Ça présente une opportunité absolument formidable de comparaison que vous me permettrez d'appeler une solidarité, c'est-à-dire qu'à travers le partage des données entre les patients, on a une opportunité de mieux soigner ou de prendre en charge les décisions des uns pour les autres. Et puis c'est souvent ce qui vient le premier à l'esprit, c'est la prédiction. Mais j'aime pas trop ce terme, et j'aime souvent y associer le fait que finalement c'est une mesure de l'incertitude par rapport à des scénarios qu'on envisage pour un patient individuel. Si le big data a sa place dans la relation soigné-soignant, il peut aussi, et c'est peut-être un danger,
laisser le malade seul face à ses données, ou seul face à des données qui sont peut-être trop accessibles ou mal évaluées, mal évaluables, avec un flou artistique parfois savamment entretenu entre ce qui relèverait de la santé et ce qui relèverait du bien-être. Ce big data, il est aussi extrêmement important, non pas pour prédire des moyennes, pour être finalement très normatif, mais aussi pour s'intéresser à des événements anormaux, des effets secondaires extrêmement rares, de la pharmacovigilance, des événements avec des bactéries multirésistantes, etc. C'est aussi une vraie révolution en recherche, on a commencé à le dire, avec une épidémiologie du XXIe siècle dont les données ne sont plus des registres, des cohortes ou des essais cliniques. Ce sont finalement des données qui sont enrichies, parfois produites par les données de soins, avec tous les biais que cela peut représenter. Et puis c'est enfin un enjeu pour la formation. C'est-à-dire que nous avons des données qui permettent de plonger l'apprenant dans des conditions réelles et des scénarios inspirés par les données, donc dans le cadre de sa formation. Alors, si on reprend quelques usages en santé, je crois que là où l'intelligence artificielle a fait le plus de choses, c'est dans l'imagerie. On le sait bien, hein, avec la détection et la caractérisation des polypes. On a même GI Genius qui est déjà commercialisé aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça marche par rapport aux experts. Finalement, la sensibilité à la spécificité est souvent aussi bonne, l'intelligence artificielle des experts, on peut se dire à quoi ça sert, et en fait c'est là qu'il faut trouver les usages, c'est-à-dire que oui c'est sûrement utile quand on est à sa 15e coloscopie et qu'on est fatigué, et oui c'est certainement utile quand on débute, quand on est interne et qu'on a besoin de se former. C'est également le cas dans la détection et la caractérisation des mélanomes. Il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui a été publié dans Nature en 2017. Il compare le rendu de cette intelligence artificielle versus 21 experts. On peut voir que les résultats sont similaires en termes de spécificité et de sensibilité. Donc l'intelligence artificielle fait bien, mais pas mieux que les experts. Mais là où on voit que l'usage est intéressant, c'est que cette IA, elle est utilisable sur un smartphone et donc ça permet ainsi d'étendre le dépistage sans augmenter les moyens humains. Quelques exemples, et si vous me le permettez de le partager très personnellement. Je suis un papa moderne qui emmène ses enfants chez le pédiatre, j'en ai 3, et j'ai toujours beaucoup d'admiration et d'amitié pour les pédiatres. Quand on les emmène, vous savez, en fait, les pédiatres font de la médecine de précision sans le savoir depuis très longtemps, et quand ils vous ont reçu, ils vous ont pesé, ils vous ont mesuré, et plutôt que d'avoir une longue discussion pour savoir si mon second a des bonnes joues comme son papa, que fait le médecin pédiatre? Il sort de dessous son bureau une feuille de papier millimétré en noir et blanc, et il fait une grosse croix rouge, et il lui dit: Monsieur Gouraud, votre fils, là, il est dans le top 2% des gros enfants. Et là, vous prenez peur et vous arrêtez de le nourrir. Et à travers cette anecdote légèrement mise en scène, ce qui est intéressant, c'est qu'on réconcilie deux visions de la médecine, celle des populations propre à la santé publique, et puis finalement la médecine clinique, celle qui doit prendre une décision pour un individu n égale 1, mon fils Xavier en l'occurrence. Et en pensant à ce travail et cette discussion avec le pédiatre, c'est à peu près d'ailleurs la seule chose dont je vais me souvenir de la consultation de pédiatrie quand je vais voir ma femme et je dis: dis donc, il est dans le top 2%, on arrête les chérioses. Je dis ça, en fait, c'est extraordinaire, et peut-être qu'avec les moyens dont nous avons accès ici, au-delà de la feuille de papier millimétré dont la norme n'est plus valide, peut-être qu'on peut faire ça pour des maladies chroniques complexes où finalement notre expérience là, elle est mise à mal et elle n'est pas si simple que ça. Et en fait, c'est un travail que j'ai fait durant les 9 années que j'ai passées aux États-Unis sur la sclérose en plaques, en fait, sur une tablette où on dit bon, on a les outils informatiques pour accéder à toutes les données d'un patient, mais ça suffit pas. On peut aussi comparer la trajectoire de ce patient à la distribution des trajectoires chez les autres patients. Et donc on a finalement une lecture normative, comment un patient évolue par rapport aux autres. Et ce qui est le plus important, c'est pas tant d'avoir une courbe, mais de mettre en puissance le praticien qui dit: mais attends, là, 2 secondes. Moi, ma patiente sclérose en plaques, c'est une femme, je veux la comparer qu'avec des femmes. Je dégage les hommes de ma population de référence et je recalcule à la volée une courbe de référence, et je peux comme ça
à l'infini considérer des scénarios thérapeutiques ou d'autres critères. On peut faire ça de manière plus ou moins empirique ou avec des données. Donc premier exemple, parfaite incarnation de j'ai accès à des données, celles du patient et des données de référence, et j'ai accès à de la puissance de calcul à la demande. Qu'est-ce que j'en fais dans ma pratique médicale? Je continue à utiliser ma mémoire et mon expérience, ou bien est-ce que je vais alimenter ma mémoire et mon expérience par des outils tels que celui-ci, qui finalement me permettent d'interagir plus vite avec les bases de données de référence. Et donc ces diverses réflexions, ces différents travaux de recherche m'ont amené au CHU de Nantes à créer un nouveau service qui a été le premier en région validé dans son organisation par la CNIL, avec qui on a eu beaucoup d'échanges, qui a publié récemment un référentiel qui s'inspire en partie de nos pratiques. Et donc c'est un service d'un genre un peu nouveau, ça s'appelle la clinique des données, et comme son nom l'indique, on prend soin non pas des patients, mais des données qui ont été produites dans les soins qui leur sont prodigués au CHU. Et quelque part, c'est une réflexion institutionnelle, collective, pour ne pas subir un espèce de tsunami numérique et avec un CHU où finalement beaucoup de données sur un territoire sont croisées. On pourra peut-être discuter des liens ou des équivalences qui seraient possibles dans la pratique libérale qui est la vôtre. Donc la clinique des données, un service dédié à l'ensemble des données des 2,8 millions de patients qui sont passés au CHU de Nantes, eh bien, c'est d'organiser l'exploitation des données avec vraiment un rôle d'accompagnement, de transformation de ces gisements des données. Et pour cela, en fait, il faut une organisation aussi agile, en proximité. Pour exploiter ces données, il faut être finalement aussi centralisé que possible avec un service et des experts, mais le plus proche aussi de l'expertise des données, ce que nous disions précédemment. Donc ce projet, ce service, depuis 2018, c'est 348 projets, c'est plein de publications scientifiques, mais au cœur de ce travail, finalement une expertise de statisticiens, de biostatisticiens, d'épidémiologistes, dont le métier change parce qu'ils ont vécu pendant des années en situation de pénurie de données, et là tout d'un coup on se retrouve avec trop de données. Là aussi, des métiers qui changent sous l'impulsion des technologies, avec des réflexes qui s'inversent. Donc on a effectivement une expertise qui utilise les bases de données nationales ou les bases de données de recherche, des projets un peu exceptionnels où eh bien, on va inventer les pratiques numériques ou de données de demain, et puis nous est confié l'exploitation de l'entrepôt de données du CHU de Nantes. Donc on devient non seulement source d'expertise pour traiter les données, mais source d'extraction des données elles-mêmes. Et donc ça concerne, vous voyez, Big Data, on parle très vite en millions. Peu importe, mais parce qu'une fois qu'on a fait cette rupture quantitative, donc c'est 2,8 millions de patients, c'est plus de 160 millions de données structurées, et c'est aujourd'hui 34 millions de documents textuels. Vous savez, chers collègues, je vous remercie de m'avoir adressé, etc. Eh bien, ces 34 millions de documents textuels, si on les imprime, vous allez du Châtelet jusqu'à la Défense. Et nous, en quelques fractions de secondes, eh bien, c'est tout ce texte écrit avec l'intelligence collective de toute une communauté. CHU Nantes, c'est 12 800 personnels, probablement trop d'administratifs, ce sera coupé au montage. Eh bien, ces données-là, eh bien, on peut les exploiter et finalement aller chercher quelques exemples. Je ne sais plus ce qu'on avait dit comme exemple, Anne, mais il y en a un que j'aime beaucoup, qui est quand le professeur Boaï m'a dit « Pierre-Antoine, dis donc, avec ton entrepôt ou notre entrepôt, on ne pourrait pas trouver combien de patients sont atteints de rectocolite hémorragique, des RCH, parce qu'on sait qu'on les code pas très bien, ils ont quelques traitements un peu spécifiques. » Je dis « Mais pas de problème. » Et donc on utilise les codes PMSI, on utilise les traitements et on va utiliser les comptes rendus. Au final, on a récupéré à peu près 30 à 40% de patients qu'on n'arrivait pas à identifier simplement, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont lire les comptes rendus et qui vont aller détecter rectocolite hémorragique et toutes les versions mal orthographiées, et puis RCH. Simplement, le CHU de Nantes, pour l'anecdote, comme tous les CHU construits dans les années 60-70, n'a pas un rez-de-chaussée, mais 3. On a un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée bas, un rez-de-chaussée haut. Et donc, l'algorithme qui lit automatiquement les documents, eh bien, il a fallu lui apprendre que consultation au RCH, c'était pas une consultation pour une rectocolite hémorragique, mais simplement une consultation au rez-de-chaussée haut. Et donc, on lui a dit, bah non, ça, c'est plutôt un critère d'exclusion. Donc, RCH à côté, il va apprendre à partir des comptes rendus. Voilà pour l'anecdote. Au moins, je suis dans un public qui comprend l'acronyme, les différents sens des algorithmes RCH.
Autre exemple, ici sur la sclérose en plaques, où on a extrait de l'information automatiquement des comptes rendus. Dans la sclérose en plaques, il y a des mesures extrêmement intéressantes pour la recherche, qui sont les sous-types de maladies, qui sont certaines mesures. Ça, ce sera jamais dans des champs structurés. L'information la plus intéressante, elle est dans le texte, elle est quand un praticien exprime sa pensée. Eh bien, ce sont des données qu'on extrait automatiquement et qu'on valide. Et pour passer rapidement, vous voyez ici, ce qui est en vert, c'est ce qui était connu dans la recherche. Ce qui est en rouge, c'est les distributions qu'on observe à partir de ces extractions. Donc oui, c'est possible d'extraire de l'information de qualité grâce à ces entrepôts de données et des algorithmes que l'on forme à cela. Juste rapidement pour voir, effectivement, on a besoin de données et en France, on a quelque chose d'assez remarquable et même d'assez unique en Europe, c'est le système national des données de santé. Donc c'est quelque chose qui est assez énorme, qui contient toutes les bases du SNIRAM, c'est-à-dire tous les remboursements de santé. On a également le PMSI qu'on connaît bien avec les cotations de diagnostic et des actes CCAM avec leurs limites en termes d'exhaustivité et de justesse. On a également le registre des décès avec leurs causes, les ALD. Et toutes ces données sont pseudo-anonymisées et chaînées entre elles par le NIR, ce qui est le numéro de sécurité sociale. Et ce qui est un petit peu frustrant quand même dans toutes ces données, c'est que dans le SNDS, il n'y a aucune donnée clinique. Il n'y a aucun poids, aucune taille. On sait que les patients, ils ont fait une prise de sang, mais on n'a pas le résultat de cette prise de sang. Il n'y a bien sûr non plus pas de données sur les médicaments non remboursés et pas de données non plus sur les revenus, ce n'est pas chaîné. Et c'est vrai qu'on sent bien que dans le big data aujourd'hui en santé, ce qui va manquer, c'est des bases de données cliniques pertinentes. Et c'est pour ça notamment que c'est important qu'on le fasse. Ça va être, j'espère, développé pour la coloscopie. Et en proctologie, avec la SNFCP, on est en train de mettre en place une database de chirurgie proctologique pour pallier un petit peu ces problèmes de données cliniques pertinentes. Effectivement, sous la houlette du Health Data Hub, on a cette organisation qui concerne aussi les libéraux, et qui concerne les sources de données hospitalières et qui essaye d'alimenter, peut-être avec des données finalement plus fines et plus intéressantes, les données médico-administratives qui, elles, sont déjà centralisées parce que centralisables. Alors, en guise de conclusion, faut-il avoir peur du big data ? J'ai envie de vous dire de manière un peu provocante, oui, parce que le gastro-entérologue va disparaître. De même que le statisticien qui n'utilisait pas d'ordinateur a déjà disparu. Et qu'on réponde oui ou qu'on réponde non, finalement, le numérique ne va pas remplacer le gastro-entérologue. Mais le gastro-entérologue qui interagit avec le numérique, qui a su se saisir de ces outils, des opportunités qui se présentent à lui, c'est-à-dire des données et des algorithmes d'intelligence toute relative et très artificielle, qu'on va laisser à leur place d'outils, va remplacer en fait ceux qui n'interagissaient pas avec ces outils d'intelligence artificielle. Et finalement, dans le soin, comme dans la pratique médicale, le numérique et tous ces corollaires s'imposent comme un pôle à part entière qui appelle à être intégré dans la relation soigné-soignant. Peut-être finalement, très paradoxalement, avec des soignants plus empathiques, qui sont encore plus appelés à être des médiateurs avec ce numérique un peu froid. Le numérique rend plus évident finalement notre relation à ces outils techniques, qu'ils soient numériques ou non. Et donc il y a bien un enjeu, le praticien, le soignant, qu'il soit connecté, augmenté par de l'intelligence artificielle ou de l'accès à de la donnée, n'en reste pas moins des êtres relationnels. Et sur ce, je vous remercie avec Anne beaucoup pour votre attention. Merci. Oui, merci pour cette présentation vraiment intéressante. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais je vais me limiter. Premièrement, là, effectivement, Anne l'a dit, on a un très gros projet dans notre spécialité. C'est une base de données nationale des coloscopies qui sera après la base de données de toutes les endoscopies. Ça bute pour de nombreux problèmes. Mais justement, pour cette base de données, est-ce qu'on est obligé d'avoir des données structurées, d'après ce que je vois ? Aux États-Unis, Obama a obligé à mettre toutes les données structurées il y a quelques années, ce qui fait qu'on a des publications énormes aussi aux États-Unis. Mais est-ce
est-ce que maintenant, avec l'évolution, est-ce qu'on est obligé absolument de mettre des données structurées pour cette base de données? Alors, enfin, ce qui est intéressant, c'est de bien saisir la tension qu'on pourrait appeler bernardienne, avec Claude Bernard, en disant il y a le réflexe historique qui est en situation de pénurie de données, de réfléchir un maximum pour collecter des données les plus structurées possibles. Et je vous invite à le faire autant que ce soit possible. Et en même temps, finalement, avec beaucoup d'humilité, se dire mais peut-être que je ne suis pas capable d'imaginer ce qui sera pertinent et extractible de ces images de coloscopie dans 10 ans. Sur un autre travail, où si on pense aux collections d'échantillons biologiques ou à certaines collections d'imagerie, c'est vertigineux d'imaginer que les algorithmes que l'on va utiliser pour extraire de l'information des images de coloscopie n'existaient pas au moment où les images ont été acquises. Donc moi je pense qu'il faut faire le pari, il faut faire le double pari. Structuré, et la qualité de l'observation clinique, en particulier en France et en Europe, elle est vraiment excellente. Et pour autant, il faut aussi s'organiser pour stocker des données brutes, ou en tout cas dont le potentiel sera peut-être révélé plus tard. Et je vous incite vraiment à conserver les données de coloscopie. Oui, une deuxième et dernière question, après je laisserai la parole aux autres. Le problème du juridique. J'ai voulu croiser 3 bases de données, parce que je m'occupe un peu de dépistage dans ma région, la base de données des dépistages, des patients dépistés, la base de données des RCP, la base de données du CRISA pour les résultats de la cancérologie. L'unité de santé publique du CHU dit c'est trop compliqué sur le plan juridique, on ne peut pas le faire. Je suis d'accord avec vous. Alors, très souvent, quand je suis interrogé sur ces questions d'entrepôt de données, on s'attend à ce que je parle beaucoup de technique et science. Et puis, en fait, je leur dis, mais avant qu'on parle technique et science, et je vous assure, j'adore l'un et l'autre, je suis obligé de vous parler de gouvernance. C'est-à-dire, comment est-ce que, à l'échelle d'un établissement, c'est pas simple, un CHU, on accepte que les données soient utilisées, partagées, réanalysées par les uns et par les autres. Gouvernance. Et puis, réglementaire, il y a un cadre juridique. Les patients, ils ont des droits, on les respecte. Par exemple, le droit à être informé sur les recherches qui sont faites sur des données qui concernent leur vie privée, et le respect du droit qu'ils ont, sans se justifier, à s'opposer à ce que certaines recherches soient faites. Donc ça, il n'y a pas le choix, faut le respecter, c'est normal. Et une grande partie des 2 premières années de notre travail au CHU Nantes, ça a été d'organiser cela. Je vous partagerai volontiers plein d'anecdotes et de manières de faire avec plaisir. Donc, ce que vous dit le droit, c'est que c'est quand même pénétrer dans l'intimité des patients que de recouper les bases de données, je ne sais plus ce que vous avez dit, RCP, examen d'imagerie, et puis médecine de ville, santé au travail, et puis CHU et Institut de cancérologie. Ce que je crois, c'est qu'on est encore dans l'enfance de l'art, et qu'aujourd'hui, on analyse des données qui sont identifiantes ou potentiellement identifiantes. Anne l'a rappelé, moi en fait ça me scandalise que Orange, à partir des données de géolocalisation de nos téléphones, ait analysé combien de gens avaient quitté la région parisienne pendant la première période du confinement. Ça ne les regarde pas, c'est ma vie privée, ils n'ont pas à identifier où j'étais à tel jour, etc. Je trouve ça finalement choquant, mais on s'en aperçoit pas. Vous voyez, la naïveté vis-à-vis des données, je me l'applique d'abord à moi-même. Et donc, il me semble, on l'a évoqué très très furtivement, qu'on sera capable demain d'avoir des bases de données synthétiques. C'est-à-dire qu'on n'analysera plus des données qui font courir un risque de rupture de la vie privée, donc de la confiance avec le patient. Dans le serment d'Hippocrate que vous avez prononcé il y a peut-être quelques années, vous avez dit « Admis dans l'intimité des foyers, je tairai les secrets qui me seront confiés ». Eh bien, le vieux serment d'Hippocrate, il résonne jusqu'à nous aujourd'hui, et on doit trouver les moyens, et on a les techniques de big data pour le faire, pour respecter intégralement, comme un principe éthique premier, la vie privée des patients. Et à ce prix-là, on arrivera effectivement à libérer le potentiel des données. Parce que si on manipule des objets mathématiques, des objets de synthèse, des simulations, on n'est plus dans le RGPD et on n'a plus les difficultés juridiques que vous évoquez. Merci pour ces données sur le big data. J'y suis très sensible, étant moi-même le maillon manquant entre l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal.
Donc je découvre plein de choses, mais de façon plus pragmatique, je répondrai à votre question parce que je trouve que vous n'avez pas bien répondu à cette question. Je pense que oui, il faut avoir peur du big data, étant donné l'insécurité informatique qui existe actuellement. C'est un sujet que vous n'avez pas vraiment abordé. Le piratage informatique des hôpitaux, des dossiers médicaux, des cliniques. Oui, allez-y. J'avais une diapo de réserve et j'espère pouvoir vous la passer. Fait craindre et qu'effectivement, ce big data nous échappe totalement. Vous parlez d'Orange. Moi, je me fous de savoir si s'ils savent que je suis à la campagne ou à Paris. En revanche, le big data, quand même, infiltre notre vie quotidienne de façon tout à fait insidieuse, qui nous échappe totalement. Vous avez abordé uniquement le problème médical, mais c'est beaucoup plus large que ça. Je suis d'accord avec vous. Tant pis, ça deviendra public dans les vidéos du Craig. Mais en discutant avec un de mes directeurs d'hôpitaux, je dis, vous savez, si on voyait l'état de délabrement du système informatique de l'institution, comme on voit le foncier, on verrait un bâtiment de verre et d'acier avec à côté un toit de chaume et puis une bassine qui récupère des gouttières. Et donc je vous rejoins tout à fait sur ce danger. Nous sommes des inconscients, on n'est pas des naïfs, on est des inconscients sur le niveau de sécurité que l'on applique à ces données. Je distingue peut-être simplement ce qui relève des données personnelles, le nom, le prénom du patient, l'intégrité des données, et voilà, dans les ressources informatiques et les points d'attention sur lesquels je pense désormais un soignant doit être formé. Vous ne l'avez pas été, je ne l'ai pas été. Il y a ces autres lettres, de la dictée, une attention tout particulière dans les systèmes d'information de santé, à la disponibilité des données, à la demande pour le soin, l'intégrité, est-ce que j'ai bien la bonne donnée, le bon service pour le bon usage, qui a accès à quelles données, la traçabilité, bah oui, en fait, dans la santé, on rend des comptes, hein, et quand on a accès à des données, y compris dans un grand établissement, il y a des questions de traçabilité importantes. Et puis, en fait, tout le monde parle d'open data, etc., mais c'est pas open bar, ça c'est une image que les étudiants comprennent bien. C'est pas open bar, en fait. Il y a un respect profond de la confidentialité des données des patients. Ça veut dire qui est autorisé à quoi, à quelles conditions, après quelle formation, etc. Donc, du point de vue de la sécurité informatique, de notre mécompréhension des outils de sécurité et des enjeux, je vous rejoins tout à fait. Et c'est en fait une des raisons pour laquelle j'ai écrit cette tribune dans Le Monde. Je vous renvoie au paragraphe où j'essaye de décrire les différents enjeux en disant on est des naïfs de la donnée parce qu'on confond tout. On confond la sécurité, on confond les usages, on confond la confidentialité, on confond l'anonymisation, la pseudonymisation, etc., etc. Et tant qu'on n'aura pas réglé ça, on sera en situation de danger. Peut-être, et je le regretterai, il faudra une catastrophe, une de plus, pour qu'on en prenne conscience. Je pense que je vous remercie de nous avoir interpellés. Merci beaucoup. C'est un petit peu le sujet plus loin vers le transhumanisme. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des big data. C'est une évolution incontournable. La science échappera aux médecins et par conséquent, vous l'avez dit tout à l'heure, un terme qui est très important, c'est l'empathie. Le médecin devra développer son empathie et savoir que finalement, sa conscience sera le dernier rempart qui finira dans le système des cyborgs. Et je vous invite, j'espère que je pourrai le publier, à relire la conférence faite par François Mattei il y a une quinzaine de jours sur le transhumanisme. Et je vous recommande vivement de lire les ouvrages de Ganassia, qui est le président du comité d'éthique du CNRS et qui sait énormément de choses sur l'évolution justement de cette humanité qui doit disparaître et qui sera remplacée par une intelligence artificielle de degré qu'on ne connaît pas encore, mais qui récupérera in fine la conscience humaine. Merci beaucoup. Juste un petit commentaire quand même pour vous expliquer pourquoi on vous a invité. Dans notre code originel du Craig, depuis plusieurs dizaines d'années, on a une grande capacité à faire des cohortes d'auto-évaluation, mais d'évaluation de grosses cohortes de nos activités à plusieurs praticiens. Et là, on va en sortir une que présentera Anne dans les maladies inflammatoires. Et c'est très important, on objective vraiment des macro-pratiques
et comme ça, on est indépendant des regards des industriels, on voit nos comportements par rapport au financement. Enfin, je crois quand même qu'il faut continuer à encourager ça, même si c'est très difficile, parce que ça, pour l'instant, on a encore besoin de données structurées. Voilà. Ah non, absolument. Ce sont les données qui sont notre vecteur de transformation, en fait. C'est en objectivant les pratiques que finalement on a, nous aussi, des moyens de faire évoluer nos pratiques. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, ça pousse au changement, d'objectiver nos pratiques. Je voulais vous remercier d'abord pour la qualité de votre présentation. Je trouve que c'était un sujet pas évident, il faut être exhaustif. Moi j'ai une question un peu plus technique et je rejoins Bernard là-dessus. On a des défis aussi dans le traitement de la big data et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. J'avais une question technique en ce qui concerne justement ces défis qui sont l'efficacité, la sécurité, l'extraction des données, le partage des données. Ça va être des défis importants, surtout la sécurité comme le disait Bernard. Je voulais avoir votre avis parce que vous avez planché dessus sur les technologies de la blockchain dont on parle beaucoup actuellement. Est-ce que ce sont des technologies qui pourraient être applicables et qui pourraient résoudre justement ces défis peut-être d'une manière plus facile et plus efficace? Alors, merci beaucoup pour votre question. La blockchain est un exemple absolument fascinant où c'est une technique extraordinaire et dont finalement l'adoption est limitée parce que bientôt la blockchain va vous faire le café. Et en réalité, la blockchain, c'est un outil de contrôle par une entité tierce. Donc il y a une clé de cryptage relativement solide et donc vous avez une entité tierce qui peut la contrôler. Donc c'est un outil de contrôle. De contrôle de quoi ? De contrôle des usagers de la donnée. Est-ce que je suis sûr de qui a accès à la donnée ? Bon, très bien, j'utilise la blockchain pour ça. Est-ce que j'ai... donc, tous ces outils de contrôle sont extrêmement... Mais ce n'est pas un outil, par exemple, de respect de la confidentialité. C'est pas ça qui garantit qu'il n'y a pas un respect de la... Et donc, la blockchain dans cette tribune du monde est aussi un exemple. On dit, mais finalement, on la met à toutes les sauces et on n'y comprend plus rien. Vous avez beaucoup d'autres technologies qui sont, comme la blockchain, des fruits du big data. Les apprentissages fédérés, par exemple, dit, voilà, les données individuelles, elles ne bougent plus, elles restent dans les institutions qui en ont la responsabilité. Et ce sont les algorithmes qui voyagent et qui font leurs échanges. Et très bien. Les données synthétiques, pour lesquelles je nourris une grande passion, c'est formidable, mais on parle plus, c'est plus un usage personnel des données, c'est un usage non personnel. Voilà. Et ça règle le problème de la confidentialité. C'est pas mal, mais ça règle que la confidentialité. Le contrôle de l'usage de la donnée, si vous voulez faire des analyses à partir de données fussent-elles synthétiques qui ne sont pas éthiques, ce n'est pas le caractère synthétique de la donnée qui va le permettre. Pour autant, c'est un outil d'ouverture formidable parce qu'on peut ouvrir les données sans faire de compromis avec la confidentialité. Donc vous voyez, je crois qu'il y a beaucoup d'outils. La blockchain a été le premier mis en avant, un peu pour son malheur parce qu'on lui fait faire peut-être ou dire trop de choses. Et dans l'adolescence qui va être la nôtre, on y verra un petit peu plus clair avec quelques frictions. Merci beaucoup. On va être obligé de s'arrêter, mais c'était passionnant. À l'année prochaine.